Alors c'est un vaste programme, je ne vous le cache pas, bâtir la paix. Ça fait des siècles qu'on en parle et des siècles qu'on n'y arrive pas. Et pourtant ici, personne, j'imagine, préfère la guerre à la paix. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ce soir, au moins avoir quelques éléments de réponse. Bonsoir à tous. On pourrait, dans ce vaste programme, questionner au fond le sport ou la compétition comme des métaphores de la guerre. On pourrait aussi questionner pourquoi les tensions surgissent à un moment de l'histoire et pourquoi il y a des moments d'accalmie. Probablement parce que c'est une question de plaque tectonique. C'est-à-dire il y a toujours un décalage dans l'histoire entre guillemets les élites et le peuple, donc ça fait produire des révolutions. Mais il y a aussi un décalage entre ce que j'appelle le grand calendrier, c'est-à-dire les besoins du temps à ce moment précis de notre histoire et l'état de l'humanité dans lequel on se trouve. Donc ça demande des coups de pied aux fesses et de grands bouleversements qui sont quelque part imposés par les forces de l'histoire, simplement parce qu'on n'est pas à l'heure dans l'étape de notre civilisation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On peut aussi questionner la guerre à travers les forces du mal, les forces de l'ombre. Pourquoi il y a tant de destruction? Pourquoi il y a une ivresse de la puissance? Peut-être parce que on n'a plus de messe, on n'a plus d'antestérie. Vous savez, l'antestérie, la fête des fleurs, à l'époque gréco-romaine, où les vivants donnaient des libations, versaient du vin sur la terre pour revitaliser les esprits des morts. Bref, on met les morts dans le cimetière et on s'en occupe plus. Autrement dit, le monde astral, le monde de l'inconscient collectif est chargé de mémoire. Imaginez ce qui se passe en ce moment à Gaza, où des milliers, des dizaines de milliers de personnes meurent d'un coup et se retrouvent dans l'autre monde, dans toute cette souffrance. Donc ça crée des puissances qui vont évidemment nous revenir sur la civilisation, sur la conscience à un moment ou à un autre. Donc en d'autres termes, pourquoi on faisait des messes au Moyen-Âge? Pourquoi on priait pour les morts, si ce n'est pour les aider à partir dans l'autre monde? Donc au fond, aujourd'hui, on n'a plus de technologie pour nettoyer l'astral, nettoyer l'inconscient collectif. Donc du coup, les choses nous semblent de plus en plus lourdes, de plus en plus difficiles à traverser, parce qu'il y a cette pesanteur-là. Donc on pourrait aborder la question de la paix et de la violence sous cet angle aussi. Et puis, également, dans l'Antiquité, la guerre était un espace d'initiation. Évidemment, aujourd'hui, plus personne ne va dans le feu du combat prouver sa vaillance, prouver que c'est un preux chevalier, même au Moyen-Âge, qui était moins sanglant. La guerre était beaucoup moins sanglante qu'aujourd'hui. Donc, au fond, la guerre avait cette espèce de rôle initiatique que l'on a perdu dans notre culture. Donc vous voyez que cette histoire de bâtir la paix, on peut l'aborder sur différents angles. Hein. L'angle des plaques tectoniques, l'angle du grand calendrier, l'angle de l'initiation, l'angle de ces mémoires non purifiées, non nettoyées, qui existent partout dans l'inconscient collectif et que nous sentons de plus en plus pressante et qui crée ce qu'on appelle la dépression, hein, c'est-à-dire il y a une pression tellement grande que ça nous étouffe, sauf dans certaines conditions, on va le voir. Mais je voudrais aborder cette thématique de bâtir la paix sous l'angle de l'unité et de la diversité. Là encore, qui est pour que la diversité soit une cacophonie et qui est contre le fait que la diversité soit réunie sous un chapeau d'unité? Personne, et pourtant on n'y arrive pas non plus. Alors peut-être parce qu'on va beaucoup à l'aveuglette dans toutes ces histoires. Donc je vais vous proposer deux modèles qui vont nous servir de guide pour réunir ces différentes facettes de notre réalité. Le premier modèle est le modèle biologique. Pourquoi? Parce que la nature a fait une chose absolument extraordinaire depuis 4,5 milliards d'années, ou 4 milliards si on veut être un peu moins large.
elle a réussi, à partir du conflit, à produire de l'harmonie. Restez dans la nature pendant 10 jours, 15 jours, tout seul, et vous verrez cette incroyable harmonie du système, bien que le lion mange l'antilope, bien évidemment, que l'oiseau mange l'insecte, mais tout ça, ça fait un système global qui est incroyablement harmonieux et beau et esthétique. Et puis le deuxième modèle est plus abstrait, que nous allons interroger, qui va être un peu la guideline de notre entretien ce soir, c'est le modèle de l'unus mundus, du monde unitaire, développé par Jung et Paoli. Je reviendrai là-dessus. Donc, la question c'est comment aller vers, comment bâtir la paix, comment, à travers la diversité, produire de l'unité. Alors la première remarque, c'est que les seules communautés qui ont réussi à rester unies dans l'histoire, ce sont les monastères et c'est l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux en allégeance à un plus grand tout. Le monastère est en allégeance à Dieu et l'armée est en allégeance à la nation ou au chef qui a le pouvoir, mais qui lui-même est le représentant de la nation. Donc, ce point est important parce que toutes les communautés, évidemment, des années 68, 70, etc., et même les communautés actuelles, qui cherchent à créer de l'universel à partir des différences, n'ont pas fonctionné. Donc, on ne peut pas créer de l'universel à partir des différences, ça c'est le grand discours humaniste qui ne fonctionne pas. On ne peut créer de l'unité que si on reconnaît quelque chose qui est plus grand que nous et qui habite le système des différences. Donc les différences s'expriment dans la multiplicité des différences s'exprime sous l'ombrelle d'une transcendance. Autrement dit, la diversité elle est dans la forme, l'unité elle est dans l'essence. Victor Hugo avait cette très jolie phrase, il disait la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de formes qui ont perdu leur fond et qui sont dans une espèce de cacophonie, où chaque forme individuelle veut devenir elle-même universelle. Donc effectivement, là, on a un problème. Par ailleurs, on peut remarquer que ni la diversité ni l'unité ne sont des garantes de paix. L'unité peut être totalitaire. Ça, c'est les travaux d'Hannah Arendt. Et la diversité peut être chaotique. Pour prendre une image historique, c'est la Ligue du Péloponnèse, où les villes grecques étaient toutes indépendantes, et Sparte, qui elle était sous un régime autoritaire. Mais dans les deux cas, ça ne garantit pas la paix. Puisque dans le cas du système totalitaire, la paix est imposée et devient quelque chose qui inhibe les différences. Et dans le cas d'un régime comme nos démocraties, du reste, comme le wokisme, où on multiplie et on valorise les différences, les particularismes, évidemment, on arrive à une espèce de cacophonie où il n'y a plus de direction. Donc l'unité et la diversité ne sont pas des garantes de paix. Je voudrais faire une deuxième remarque, et ça c'est un point important. Les lois dans la vie intérieure sont inversées par rapport aux lois dans la vie extérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lors de son premier travail, lorsque Hercule va combattre le lion de Némée, il rentre dans la grotte, et le texte nous dit c'est sans armes qu'il rentre dans la grotte où il va tuer son premier lion, son deuxième lion en réalité, en le regardant bien d'en face. Donc c'est sans armes, c'est-à-dire toutes les métamorphoses intérieures, toutes les transformations intérieures du sujet se font avec un grand oui. Par contre, évidemment, dans le monde extérieur, il faut savoir dire un grand non. Alain disait « penser, c'est dire non ». Donc, vous voyez qu'ici, la loi est inversée. C'est-à-dire, si on veut transformer le monde intérieur, il faut surtout dire oui et surtout pas dire non, sinon on se cristallise sur nos présupposés. Par contre, si on veut changer le monde extérieur, évidemment, il ne faut surtout pas dire oui, il faut dire non. Donc, c'est important de garder cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur.
Un autre exemple, ou de reconnaître en tout cas que les lois sont inversées entre l'intérieur et l'extérieur. Un autre exemple que je voudrais évoquer, c'est pour être avec l'autre, il faut au moins être 10 fois plus avec soi-même. Si vous êtes qu'avec l'autre, dans une conversation, dans un dîner ou que sais-je encore, vous perdez votre identité. Donc pour être vraiment totalement avec soi-même, il faut se construire un corps d'intériorité qui va permettre le contact avec le monde extérieur. Un dernier exemple, la génuflexion. Autant il faut savoir faire cet acte de lâcher prise, de génuflexion intérieure pour en fait ouvrir la porte du cœur, autant il ne faut jamais s'agenouiller devant quelqu'un car ce serait de la soumission. Donc vous voyez que les lois entre le monde extérieur et le monde intérieur sont inversées. Et évidemment, c'est juste un changement de point de vue, un changement de regard. Parce que ce qui est extérieur pour nous est intérieur pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, si on veut qu'il y ait un dialogue entre l'unité et la diversité, il est important de voir que ces lois sont inversées. Pourquoi? Parce que l'unité est quelque chose qui est évident pour soi. Le stade du miroir, c'est-à-dire le sujet va aller d'unité en unité. Le sujet va sentir son unité, et la première période de l'enfance, c'est justement de construire un sujet, un jeu à partir des différentes pulsions qui habitent le psychisme. Et puis après, l'unité va, avec le travail intérieur, va grandir, va aller vers le contact avec le soi, c'est-à-dire avec l'âme. Et puis après, ultimement, avec la monade, c'est-à-dire avec l'esprit, avec l'essence qui est la source de notre manifestation. Donc l'unité se vit à l'intérieur et la diversité, elle, fleurit à l'extérieur. On le voit bien que nous avons tous des visages différents, ici dans cette salle, mais si nous voulons aller vers une vie sage, nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir la commune humanité de l'homme qui est dans notre intériorité. Donc, si les galaxies sont tous issues du fond cosmogonique, les feuilles des arbres, la nature est tout issue d'une structure ADN, donc nous avons en fait une parenté cachée avec le vivant, qui est l'ADN. J'ai été surpris d'apprendre qu'on avait 40% de gènes en commun avec la banane. C'est vrai. Vous imaginez la communauté du vivant. Alors on a 99,9 avec le chimpanzé, hein, mais 40% avec la banane, quand même. Donc on n'est pas si éloigné que ça, en réalité, de tout le vivant qui est sur cette planète. Donc dès qu'on est dans l'extérieur, dès qu'on est dans la diversité, c'est-à-dire, en fait, l'intérieur, le sujet va sentir son unité et produire de la diversité à travers sa créativité. Et la diversité, à son tour, va enrichir le sujet. Mais le problème, c'est comment faire des liens. Parce que, dans un premier temps, on passe par la dualité. On sort de l'unité pour rentrer dans la dualité. Alors ce terme du deux va réunir en fait l'unité et la diversité, mais il faut bien le comprendre. Dans un premier temps, le deux c'est quoi? C'est l'autre est un étranger, l'autre crée de la peur, de l'angoisse, parce qu'il perturbe le silo du moi. D'ailleurs, dans les sources du conflit, j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure la structure paranoïaque. C'est-à-dire les structures qui sont, en fait, qui ont peur de mourir, qui ont peur de disparaître, n'ont d'autre choix que de tuer ou se faire tuer. Et on voit bien aujourd'hui dans la guerre Israël-Hamas, hein, c'est-à-dire la peur de disparaître, la peur de l'angoisse de l'anéantissement, fait que on est dans une structure où il n'y a aucune diplomatie, aucun dialogue, aucun échange qui n'est possible parce que l'angoisse de la mort est tellement forte. Donc l'angoisse de disparaître d'Israël fait qu'il y a une espèce de mort qui est semée à l'extérieur. Donc ça c'est très difficile en fait quand on est
pris par un archétype, pris par une essence, et qu'on ne dialogue pas avec cette essence. Lorsque l'archétype d'Israël, c'est l'idée de la puissance de l'être élu, du peuple élu. Mais si on ne dialogue pas avec cette puissance archétypale, c'est-à-dire qui t'es, toi, qu'est-ce que tu veux, comment je fais pour t'intégrer, comment je deviens moi-même en tant que personne à la hauteur de cet idéal, de cette force signifiante qui descend en moi, à ce moment-là, elle envahit directement la personne et c'est la source de tous les fanatismes. Puisque le fanatique, c'est celui qui ne questionne jamais l'essence, la puissance signifiante qu'il habite et fait du prosélytisme pour l'imposer à tout le monde. Au prix de sa vie, parfois, bien évidemment. Donc ça, c'est une autre cause de la guerre. C'est le non-questionnement de l'archétype, c'est le non-questionnement de l'essence. Donc je reviens à nos histoires de diversité et d'unité. Entre le pluriel du monde et l'unité du monde, on a le chiffre 2. Alors, vous voyez que l'unité, le 2 et tous les nombres. Le 2, c'est une unité gémellaire. Le 2, c'est le 1 en miroir, d'une certaine manière. Donc là, pour le comprendre, je vous parlerai tout à l'heure du modèle de l'unus mundus, mais pour le comprendre, c'est assez facile si on connaît un petit peu la mécanique quantique. Vous savez tous, en fait, que dès l'origine de la première manifestation, c'est une indifférenciation entre, enfin c'est un doute, un questionnement, une impossibilité de savoir la vitesse et la position de la particule qui est en train d'apparaître. Pour qu'il y ait détermination, il faut un observateur, c'est-à-dire il faut du 3. Vitesse, position et l'appareil de mesure. Et une fois qu'on a l'appareil de mesure, on sait, voilà, elle est là. Donc vous voyez que dans cet espace du 2, il y a quoi? Il y a du flou, il y a de l'incertain, il y a de la probabilité, mais qui n'est pas une probabilité, comment dirais-je, par non-savoir, qui est une probabilité intrinsèque. Et sur le plan psychologique, ça va se manifester donc par le doute et par la peur. Puisque on ne sait pas comment tout ça, ça va s'exprimer, se manifester. Et sur le plan mythologique, vous les trouvez dans les jumeaux mythologiques. Et vous savez par exemple que Romulus et Rémus sont à l'origine d'un monde, qui est le monde, qui est la civilisation romaine. Vous savez que Caïn et Abel sont à l'origine de tout le cycle biblique. Et vous savez qu'il y a des autres jumeaux célèbres qui sont Castor et Pollux, donc du côté de Sparte. Et sur le plan biologique, vous savez aussi que la matière et l'antimatière existaient à l'origine, mais il y en a une qui a disparu au profit de l'autre. Vous savez aussi que, ou pas d'ailleurs, en biologie, les cellules n'acceptent qu'un type de molécules jumelles qu'on appelle lévogir et dextrogir. On a des protéines, enfin des acides aminés qui font tourner la lumière à droite et d'autres à gauche, mais elles ont les mêmes structures chimiques, mais leur géométrie est comme dans un miroir. Et le monde vivant n'absorbe que le L ou le D, j'ai oublié, mais enfin qu'une des deux modes de géométrie. Donc vous voyez que la manifestation, que ce soit dans le monde physique, dans le monde biologique ou dans le monde mythologique, part d'une gémelléité. Et la gémelléité, c'est inconfortable en fait. Donc c'est le doute, c'est la peur, c'est la probabilité, c'est l'incertitude, c'est l'unité qui se met en miroir avant de se manifester dans le monde. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si on n'apprend pas le doute, l'incertitude, si on n'accueille pas la peur, ben, le 2 va devenir dualité. Autrement dit, on va choisir son camp, parce que c'est quand même plus facile que d'être dans le doute et la peur. On va choisir son camp et on va défendre une position. Et dès qu'on défend une position, c'est un vocabulaire militaire, hein, défendre une position, prendre une position, défendre une position. Là, on rentre dans le conflit, on rentre dans la dualité, on rentre dans la concurrence, la compétitivité,
ce à quoi notre monde nous propulse sans cesse, ce que notre monde valorise. D'où effectivement la difficulté, puisque pour bâtir la paix, il faut être éduqué à la paix. Or, on nous éduque à l'inverse, c'est-à-dire à avoir des positions. Moi, je suis toujours sidéré dans les enquêtes d'opinion combien il y a peu de gens qui sont sans opinion. Vous êtes pour ou contre Donald Trump? Alors, il y a des pour, il y a des contre, et sans opinion, il n'y en a quasiment pas. C'est impressionnant, parce que ça veut dire que, en fait, quand on a une opinion, on parle de soi et de sa position, on ne parle pas de la chose dont il est question. Si on s'intéresse à la chose, on se rend compte que la chose est complexe, que c'est dans une histoire, à un moment donné d'une histoire, dans quelque chose qui est de l'ordre de la systémique, et à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir une opinion. Donc je vous invite à voir que si vous n'avez pas d'opinion, vous êtes plus proche du réel que si vous avez une opinion. Si vous êtes dans le doute, dans le 2 miroir de l'unité, et si on est dans une crainte raisonnable, à ce moment-là, on se rapproche de l'unité. Pourquoi je dis une crainte raisonnable? Parce que la peur, c'est quelque chose qui va stimuler la conscience. C'est quelque chose qui va bouger et faire grandir la conscience. Parce que justement, on est ouvert à une transformation. Alors, ce modèle, en fait, est plus... alors oui, donc ça, c'est la dualité, mais si on regarde le 2 comme étant le miroir du 1, à ce moment-là, on a cette très jolie image. Je vais essayer de vous la... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par l'acceptation de la peur, par l'acceptation du doute, le 2 se transforme en puissance d'empathie, en puissance de compassion, en puissance d'amour. Donc ce n'est pas un vain travail, évidemment, que de retourner de la diversité vers l'unité. Il y a cette porte de la dualité qu'il faut retourner du fait de tenir une position au fait d'ouvrir sa conscience à la peur et au doute pour aller vers une unité plus grande. Alors ce modèle que je développe un peu là sur le plan psychologique, Jung et Pauli l'ont développé sur le plan métaphysique. Alors vous connaissez Jung et Pauli, qui est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Donc ils ont eu des échanges épistolaires ensemble pendant 28 ans à peu près. Au début, Pauli était le patient de Jung, et après ils ont continué à avoir des échanges par courrier. Et donc ils ont développé ensemble ce modèle qui est de dire au fond, au-delà de l'espace et du temps, on a l'unus mundus, le monde unitaire, qui va précisément se diviser en 2, et qui va d'un côté donner le monde psychique, et de l'autre le monde physique. Et après, on a plein de divisions. Hein. Dans le monde psychique, on a le bien, le mal, on a plein de dualités. Et après, à nouveau, ça va se rediviser en particules, en cellules, etc. Donc la division est le mode de manifestation du réel. C'est pour ça que... oui, voilà, donc je vais revenir là-dessus. Donc, ça veut dire quoi, ce modèle? Ça veut dire que dans l'unus mundus, c'est l'origine de notre réalité psychique, c'est-à-dire du jeu intérieur, et de notre réalité extérieure, c'est-à-dire de la diversité, et du monde matériel. C'est important de comprendre ça, parce que ce mur-là, par exemple, qui est à ma gauche, ou à votre droite, il contient un infime soupçon de psychisme, puisque la matière
est aussi à la même origine que le monde psychique. Et inversement, lorsque vous avez une apparition de la Vierge, ou de tout autre personnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde du sens, le monde des archétypes, le monde des essences, prend un corps de manifestation. Donc il y a une partie de matière dans le monde des essences. Autrement dit, essence et matière ne sont pas séparées. Ça, c'est l'unité ultime, évidemment. Là, lorsque les bouddhistes disent, lorsque le samsara, l'être réalisé, l'être éveillé, ne fait plus de différence entre le nirvana et le samsara, c'est-à-dire la mer des béatitudes dans laquelle baigne sa conscience, et puis le monde ordinaire de la manifestation. Ils sont unis, il n'y a plus de différence. Simplement parce que la grande unité, au fond, de cette grande unité, va naître par division successive nos deux réalités, objectives et subjectives, mais qu'on peut bien évidemment remonter et retourner vers cette unité primordiale qui est d'ailleurs le sens, un des moyens, c'est bien sûr la méditation. Donc ce monde-là, c'est le monde des essences, il est rempli d'archétypes. Alors arché veut dire quoi? Ça veut dire principe. Donc ce sont des principes. Et les archétypes, bien sûr, vont habiter, ils sont psychoïdes, selon Jung, ça veut dire qu'ils existent à la fois dans le monde psychique et dans le monde physique. Alors ça justifie, vous avez remarqué, les synchronicités. C'est-à-dire, si je suis en contact avec quelque chose qui est essentiel, je trouve sa résonance dans le monde extérieur, simplement parce que l'information, elle remonte par là, et elle redescend par là. Et on a montré, il y a des travaux qui ont été faits sur la question, qui ont montré que les synchronicités, c'est-à-dire la correspondance entre un événement extérieur et un sens, une signification intérieure, se produit lorsqu'on est dans un état, dans deux conditions. Il faut être soit dans un état de créativité, soit dans un état de dépression. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, le contrôle du conscient est abaissé. Lorsque vous êtes en état de créativité, vous êtes dans une espèce vous êtes habité par des étincelles de vie, de lumière, et en état de dépression, évidemment, il n'y a que le contrôle du conscient, l'inconscient pour vous sauver. L'unité, les points entre ces deux mondes se font de cette manière. Donc ce modèle nous permet de comprendre quels sont les chemins, que l'unité est partout. Que l'unité est partout, puisque le monde physique et le monde psychique sont des fruits de la première division de l'unité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je disais tout à l'heure qu'il était important que l'unité ne pouvait se mettre en place que s'il y avait quelque chose qui chapeautait nos diversités et nos différences. Que s'il existait une transcendance, comme Dieu dans les monastères, pour réunir et aplanir nos différences. Ce modèle, il participe, mais surtout, le problème de contemporanéité, c'est qu'on a perdu le sens de la transcendance. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, ce qui permettait de réunir et d'effacer en même temps, ou de concilier les différences de chacun, c'était la foi en Dieu. Après, à partir de la Renaissance italienne, 1399, ça a été le monde de la raison, la foi, entre guillemets, en la raison qui a été du reste hypostasiée par Hegel à la fin du XIXe siècle. Donc la raison permettait d'éviter les guerres, d'éviter les conflits, de même que au moment du Moyen-Âge, du christianisme, le fait d'avoir une réflexion profonde sur la nature de la Trinité permettait de se libérer de ces idiosyncrasies. Mais depuis la Première Guerre mondiale, on n'a plus ça. Parce qu'on sait que la raison a failli. La foi a failli, évidemment, dans la Grande Peste noire. Et la raison a failli dans les deux guerres mondiales.
Autrement dit, on n'a plus aujourd'hui de système de représentation qui nous permet de nous agenouiller et de dire oui, c'est ça qui est plus important que toutes nos particularités individuelles. Quand je dis c'est plus important nos particularités individuelles, ça n'efface pas les particularités individuelles, mais elles se mettent au service de quelque chose de plus grand que soi. Et donc, de mon point de vue, ce modèle peut, au fond, être la nouvelle transcendance qui permet la réunification de nos différences, et même l'ultime réunification qui est l'esprit-matière. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Alors après, je vous parlais du modèle. Ah oui, je vous parlais du modèle biologique tout en haut. Le modèle biologique ne connaît pas la dualité au sens de la prise de position, au sens du conflit. Il ne connaît que les gradients. Nos membranes cellulaires permettent la création d'un gradient calcium et magnésium entre l'intérieur et l'extérieur. La température, c'est un gradient. C'est-à-dire, l'absorption de la nourriture, c'est aussi un gradient. C'est-à-dire, c'est jamais tout ou rien. Donc, la biologie, le monde vivant a remplacé la dualité par le sens des nuances. Donc, nous, on appelle un gradient sur le plan biologique, c'est le sens des nuances sur le plan psychologique. Alors, donc la question, on a vu, c'est comment relier unité et diversité. Car quelque chose qui est totalement unitaire peut être totalitaire, on l'a dit, et quelque chose qui est totalement diversité peut être chaotique. L'unité se cache à l'intérieur du système. Le code génétique est à l'intérieur, le noyau est à l'intérieur du système vivant, et la diversité flamboie en son extérieur. Ce modèle biologique, il nous apprend quoi? Il nous apprend, je voudrais introduire ce terme de holo, qui vient de holos, en grec, qui veut dire tout, et on, qui veut dire partie. Or, le monde vivant fonctionne sur ce modèle. C'est-à-dire, une cellule la cellule de votre foie, par exemple. Elle est autonome lorsqu'elle fait son boulot de cellule du foie. Donc, c'est une partie on. Mais en même temps, elle est régie par les lois de l'organisme. C'est-à-dire, elle est régie par les hormones, par l'alimentation, etc. Donc, elle va se plier à la loi du plus grand. Donc là, on est dans et c'est vrai, quel que soit le niveau d'organisation, c'est-à-dire l'organe lui-même, le foie, va faire son travail de foie en régulant ses propres cellules, mais il va aussi accomplir les besoins de tout l'organisme, se mettre au service de tout l'organisme. Le cœur, il va battre suivant son propre rythme, mais il va être régulé par des systèmes d'hormones et par des systèmes nerveux sympathiques. Donc c'est cette position qu'a pris le vivant. C'est-à-dire le vivant ne dit pas la partie, elle est formidable, elle doit absolument exprimer sa créativité parce que sinon ça fait un cancer. Le cancer, vous savez ce que c'est? C'est une cellule qui a perdu son inhibition de contact. C'est une cellule qui se multiplie, sans tenir compte, sans être freinée par l'environnement des autres cellules. Donc on a une toute-puissance, du moi qui est derrière. Et donc, nous-mêmes, en tant qu'organisme biologique, en tant que sujet, on a cette tendance affirmative de la partie qui doit accomplir son propre destin et produire ses propres productions, ses propres œuvres, mais on est en même temps, évidemment, dépendant d'une culture, dépendant d'un système biologique terrestre. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de
dans un premier temps, d'utiliser ces conditionnements comme des conditions pour le déploiement de sa vérité intérieure. Donc toujours cette notion d'harmoniser la partie et le tout, la puissance créatrice qui nous habite, mais aussi évidemment utiliser les conditionnements du fait de notre culture, de notre éducation, de notre etc., de notre condition humaine, pour produire des choses spécifiques, mais en reconnaissant évidemment qu'on sert le plus grand tout, c'est-à-dire qu'on sert notre culture, qu'on sert notre condition humaine. Donc c'est un équilibre permanent entre la partie et le tout. La partie en soi n'existe pas, le tout en soi n'existe pas en biologie. Alors quels sont je voudrais vous suggérer quelques points de contact, quelques points d'outils en quelque sorte pour rétablir le lien entre l'unité et la diversité, en passant notamment par le deux, au sens où j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire le deux miroir de la monade, le deux, espace de doute, espace de peur, espace d'incertitude, espace de non-savoir, qui va nous permettre de franchir une nouvelle porte à chaque fois. Le premier élément, c'est le débat. C'est le débat. Alors, comme son nom l'indique, le débat, c'est pour débattre. Le débat, c'est quelque chose qui a été institué au Moyen-Âge, dans les universités du Moyen-Âge, non pas pour avoir raison et lancer des munitions intellectuelles sur l'autre pour l'abattre. Ça, c'est juste une métaphore de la guerre. Le débat, c'est quelque chose qui va, de la discussion jaillit les lumières, disait ma grand-mère. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de reconnaître la position de l'autre et donc de lui permettre de se transformer et donc du coup de se transformer soi-même également. Je vous invite à faire ce qu'au Moyen-Âge on appelait les disputations. C'est un bon exercice, c'est-à-dire vous êtes deux, vous prenez un sujet, je sais pas, pour l'avortement, sujet un peu relou, évidemment, il faut qu'il y ait un peu de punch dans l'histoire. Et puis, l'autre qui est en face de vous prend la position inverse contre l'avortement. Vous développez l'argumentaire, etc., l'autre aussi. Et après, vous changez de rôle. Celui qui était pour devient contre, celui qui était contre devient pour. Donc ça, c'est un bon exercice pour, au fond, se désidentifier de ces conditions, ce dont j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'on ne peut grandir que si on se désidentifie de ces représentations, de ces conditionnements, de ces convictions, en réalité. Donc le débat. Le deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est le pardon. C'est quoi le pardon? On peut dire que le pardon surgit lorsque l'on voit que l'autre n'est pas responsable. Le pardon surgit lorsque l'on voit que l'autre n'est pas responsable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a rien à pardonner. Lorsqu'on voit qu'il n'y a rien à pardonner, le pardon va surgir. Simplement parce que pourquoi l'autre n'est pas responsable? Pas parce que c'est un système, c'est un jeu de force, c'est un jeu de circonstances, c'est un jeu l'autre avait aussi sans doute ses raisons, etc. Donc cette histoire du pardon, ça permet aussi de débloquer des nœuds, de débloquer des conflits entre une position et une autre position. Un autre point important, c'est le non-jugement. C'est le non-jugement. Mais encore, si vous voyez le monde dans lequel vous vivez comme un système d'interaction permanente, le jugement, c'est quoi? C'est juste une opinion personnelle qui va vouloir prendre toute la place. Donc le non-jugement, c'est cette capacité de voir la trame de tout ce qui se joue dans la situation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a une espèce de rédemption. Rédemption par l'amour. Parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le système, on accède à ce plan supérieur d'amour qui va réunifier et nous réunir. Ça, c'est sur le plan de la trame, mais on peut aussi l'explorer sur le plan individuel. C'est-à-dire,
si je juge le monde extérieur, si je juge l'autre, évidemment, je vais l'empêcher de changer. Je ne vais pas lui donner cet espace de la transformation parce que je vais être dans la critique. Donc. Et si l'autre n'a pas l'espace de la transformation, soit parce qu'il est assailli par des balles intellectuelles, soit parce qu'il est assailli par des jugements de valeur, à ce moment-là, il ne va jamais pouvoir se transformer, et nous non plus. Parce que, encore une fois, la transformation demande l'accès à la fragilité, demande l'accès à la peur, demande l'accès au doute. Et plus on est confronté à des assaillants, plus évidemment on va affirmer une position. La gratitude. La gratitude. C'est quoi la gratitude? C'est pas une posture morale, ni religieuse, ni de bonne volonté. C'est juste la conscience de la réalité. Pourquoi? Si je prends la tasse de thé que m'a servi tout à l'heure, cette tasse de thé, il a fallu quelqu'un pour le planter, quelqu'un pour le ramasser, quelqu'un pour le transporter, quelqu'un pour le mettre en boîte. Il a fallu du soleil pour le faire pousser, de la terre avec du bon engrais pour l'amener à maturité. Il a fallu des orages, il a fallu des bouleversements tectoniques pour que la terre puisse être fabriquée. Bref, on peut remonter jusqu'au Big Bang. Donc la gratitude, c'est quoi? C'est de voir que tout ce qui nous arrive est un don. Rien n'est un dû. Tout est un don. Mais c'est une lecture qui n'est ni morale, ni religieuse, ni de bonne volonté. Il n'y a rien de pire que la bonne volonté. C'est une lecture qui repose sur juste l'observation de la réalité. Si nous sommes là aujourd'hui, en ce moment, tous ensemble, c'est le fruit de l'histoire de l'univers. Et donc c'est incroyable. Nous sommes issus, enfin je veux dire, tous les événements qui sont passés depuis le Big Bang, pour qu'on soit là. Donc ça va susciter bien sûr de l'émerveillement. Et en même temps, on peut rentrer dans ce jeu de cette danse de l'univers qui produit sans cesse des choses. Puisque lorsque nous sommes dans le don, là, on fait un acte supplémentaire dans ce grand mouvement des choses qui fait que l'univers dialogue en permanence avec lui-même. C'est un don sans contre-don, la gratitude. C'est-à-dire, je ne vais pas donner parce que j'attends quelque chose, je vais donner parce que je participe à ce grand mouvement du réel qui fait que on en est là aujourd'hui grâce à toutes ces histoires qui sont passées de par le passé. Donc, évidemment, quand on voit les choses comme ça, on ne peut plus rentrer en conflit. On ne peut plus rentrer en conflit parce que chaque existant a sa fonction dans le plus grand tout. Alors l'astrologie m'a beaucoup aidé pour comprendre ça. Parce que l'astrologie, c'est quoi? C'est 10 signes, 10 planètes, plus une interaction. Donc on a un nombre minimum de principes, d'archétypes, dont la géométrie fait que le thème natal est unique pour chacun d'entre eux. Donc au fond, on est tous faits des mêmes briques de sens, mais simplement ils ne sont pas organisés de la même manière. Et pourtant, un bélier va dire tout compromis est une compromission, et une balance, le signe d'en face, veut dire toute négociation est un compromis. Donc on voit bien que ces deux postures opposées par rapport à la même thématique de la justice. Le bélier et la justice, on coupe une part en deux parties égales, et la balance, on la coupe en deux en fonction du besoin de la fin de chacun. Donc des personnes qui disent des choses contraires ont toutes les deux raison parce qu'elles n'abordent pas la question sous le même angle, sous la même géométrie du sens. Donc une fois qu'on a compris ça, que chacun d'entre nous a un thème astrologique différent et unique, il peut y avoir des conflits, des dissensions, des points de vue différents, évidemment, mais nous sommes tous porteurs des mêmes briques fondamentales, c'est-à-dire de 12 principes, les 12 signes zodiaques, et les 10 manières de les mettre en mouvement, les 10 planètes du système astrologique.
On ne peut plus être dans le jugement sans moi. On ne peut plus être dans le... Par contre, on honore les différences. Donc, ce qui m'amène au point suivant, qui est de dire, au fond, apprendre à penser les contraires. Le contraire de la liberté, c'est pas la prison. Parce que, je parlais de gradient tout à l'heure, la prison, c'est le gradient zéro de la liberté. Et comment on appelle ça? Le libéralisme, l'ultralibéralisme, c'est le degré plus haut de la liberté. Le contraire de la liberté, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour va créer des liens, précisément. Il doit, d'une certaine manière, enchaîner la liberté individuelle. Le contraire de l'amour, c'est pas la liberté, puisque l'amour rend libre à un certain niveau de conscience, de cœur. Le contraire de l'amour, c'est le contrôle, c'est la toute-puissance. Puisqu'à ce moment-là, on a ce joli mot de contrôle qui s'écrit comme ça. L'huile de l'onction, l'huile d'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose qui va... Le contrôle, pardon, c'est quelque chose qui va étouffer l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est contrôlant en permanence. Le contraire de la guerre, c'est pas la paix. La paix, c'est le niveau zéro de la guerre. Personne. Le contraire de la guerre, j'ai envie de dire, c'est la culture. Un jour, le ministre de la Culture, le Churchill, était venu voir, il dit, en 1940, et il lui dit, écoute, je suis prêt à baisser le budget du ministère de la Culture pour participer à l'effort de guerre. Churchill lui dit, non, surtout pas, il ne faut pas, sinon pourquoi nous battons? Pourquoi nous battons? Donc, apprendre à harmoniser les contraires, évidemment, donne du sens à notre action. Pourquoi c'est important d'apprendre à penser les contraires? Parce qu'à ce moment-là, on va encore une fois harmoniser les différences. Et on va aller vers une unité plus grande. Lorsqu'on réalise que l'amour rend libre, on est dans une unité plus grande. Le contraire du contrôle, c'est quoi? C'est le doute. Quelqu'un qui est dans le doute, il ne peut pas être dans la toute-puissance. Donc c'est harmoniser en même temps la puissance et le questionnement, l'interrogation. Le contraire du courage, c'est pas la peur. La peur, c'est le niveau zéro du courage. Le contraire du courage, c'est la sensibilité. C'est-à-dire celui qui a pas de courage parce qu'il est hypersensible et qu'il n'arrive pas à se projeter en avant. Donc l'idée, c'est comment être dans le courage du cœur. Vous savez que le mot courage vient de cuer, C-U-R, racine indo-européenne, qui a la même racine que cœur. Donc le courage, c'est à la fois être dans l'investissement, le fait d'aller de l'avant, de traverser des obstacles, tout en restant dans la sensibilité. Donc je vous invite à penser ces contraires comme des complémentaires. Et puis, il y a un autre point important. Oui, pour penser les contraires, on peut faire appel à l'image des poumons. Plus précisément, les poumons sont au-dessus du cœur. Donc vous avez la trachée, vous avez l'arbre pulmonaire avec les bronchioles, il y a 7 générations, en fait, et les alvéoles. Donc le cœur est là. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que l'arbre pulmonaire est un arbre inversé, qui a ses racines dans le ciel et ses branches sur la terre, et qui est éclairé par l'héliotropisme du cœur. Donc une fois qu'on est dans la conscience du cœur, on va remonter ces différentes branches. Alors l'arbre pulmonaire, il transporte l'air, c'est de l'élément bien pensé. Donc si on le lit symboliquement, qu'est-ce qui se passe? À la question quelle est ta famille? Vous allez répondre ma famille, c'est l'épicurisme, c'est le stoïcisme, c'est le je sais plus quelle philosophie grecque, vous le connaissez tous par cœur.
mais pas ma famille de chair, parce que c'est un arbre, dans la descente, c'est un arbre généalogique, c'est-à-dire nous sommes le fruit d'une histoire familiale, remontée jusqu'à Abraham, si vous voulez. Mais on remonte vers la thèse, vers le temple, à ce moment-là, on va trouver une famille philosophique à laquelle s'identifier, dans laquelle travailler, et qui va se réunir de plus en plus avec les autres familles. Jusqu'au moment où on arrive à la trachée, qui peut se lire T, arché. Tu es un archétype. La trachée, c'est l'espace de l'essence où toutes les visions, toutes les interprétations philosophiques du monde vont se réunir pour aller vers le né, c'est-à-dire vers le nouveau né, vers une nouvelle naissance. Donc on voit que je parlais de modèle biologique tout à l'heure, voilà, qu'au fond, quand on est dans l'espace du courage du cœur, c'est-à-dire qui est tout sauf sentimental, mais qui est dans l'amour. L'amour, c'est cette chose étrange qui relie à la fois le personnel et le cosmique, puisque le cœur est à la fois intime, c'est une expérience intime, personnelle, profonde, et en même temps, c'est une expérience qui nous ouvre à l'universel. Donc le cœur, cette espèce de réunit déjà le sujet et le monde extérieur. Et à partir de là, on va remonter les différentes branches, on pourrait dire, de l'arbre de la connaissance, ou l'arbre de la philosophie, pour revenir vers l'arché, vers l'extension, vers le nouveau-né qui est encore au-dessus. Un autre point qui me semble important pour... tout ça, c'est évidemment le débat, le non-jugement, le pardon, la gratitude, le fait de remonter vers l'archétype, vers les essences. Ce sont différents moyens de faire voler en éclats les barrières, les limitations entre ce qui nous sépare du monde, mais qui nous permettent en même temps de rester en contact avec nous-mêmes. Donc, une seule méthode développée avec persévérance et continuité va nous permettre de faire ces barrières, de passer ces barrières. Un autre élément que je voulais vous suggérer, c'est la symbolisation. Alors, symboliser, c'est quoi? C'est faire de l'extérieur à l'intérieur. Autrement dit, lorsque m'arrive un événement, je vais aller voir à l'intérieur de moi-même comment je résonne avec cet événement, ou lorsque j'admire quelqu'un, je vais essayer d'incorporer les qualités qu'il représente pour moi. Ça s'appelle l'imitation, les enfants savent très bien faire. Ils s'habillent en pompier, en prince, en superwoman, etc. Mais simplement, par l'imitation, je développe les qualités que j'admire ou que je voudrais développer dans mon intérieur. Plus précisément, symboliser, c'est faire comme notre estomac. Parce que l'estomac, c'est celui qui reçoit les nourritures du monde extérieur pour en faire une vie intérieure, pour en faire quelque chose pour l'intérieur. Donc, si on s'interroge sur le fonctionnement de l'estomac, on aura des pistes pour connaître ce processus de symbolisation. L'estomac, il va recevoir tout ce qu'on lui propose et il va faire deux choses. Il va développer ce qu'on appelle le mouvement péristaltique, c'est-à-dire se mettre en mouvement, se brasser ce qu'il reçoit, et également produire de l'acide chlorhydrique pour détruire les aliments et en faire une mousse. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on symbolise? On détruit la forme pour n'en conserver que l'essence. Autrement dit, de ce beau paysage que je vois, ou de cette belle personne que j'admire, je n'en retire, je n'en conserve que l'idée de beauté, de cette précision, ou cet art que j'ai pour faire des objets magnifiques,
Je n'en retire que la conscience de l'habileté qui est née en moi, etc. Détruire les formes pour n'en conserver que leur essence, que leur essentiel. Ça suppose un travail de deuil. Si nous savions aussi bien faire le deuil que l'estomac, le moi, le sujet, grandirait infiniment beaucoup plus vite. J'ai remarqué qu'il n'y a qu'un faible jambage qui sépare le nourrir du mourir. Ce travail du deuil, évidemment, deuil de nos représentations, deuil de nos images, deuil de nos souvenirs, deuil de nos amours, pour n'en conserver que l'essence, c'est-à-dire que ce que tout cela a fait jaillir en nous et nous a permis de nous construire, c'est-à-dire d'élargir notre conscience. Parce que si on ne fait pas ça, l'acide de l'estomac, l'acide, symboliquement, c'est la critique. Vous savez qu'on a des critiques acides. Donc l'acide de l'estomac va rejaillir sur le monde extérieur, et au lieu de liser, c'est-à-dire d'analyser de manière précise et minutieuse tous les événements qui nous arrivent pour les déconstruire et n'en conserver que l'essence, on va chercher à liser et à détruire le monde extérieur. Ça s'appelle l'esprit critique. Donc, vous voyez que, en fait, celui qui critique a un moi faible qui n'est pas construit parce qu'il cherche à liser, à envoyer son acide chlorhydrique sur le monde extérieur qui lui fait peur. Donc, alors l'autre pathologie de l'estomac à laquelle il faut faire attention, c'est le collectionnisme, la collectionnisme. Parce que la fonction du moi, du sujet, c'est quoi? C'est, il cherche à être bien, on cherche en permanence à être comblé, à être confortable. Mais évidemment, si on ne fait pas ce travail de symbolisation des essences, on va remplir sa maison de timbres-poste, hein. On va remplir sa maison de porte-clés, on va remplir sa maison de petites voitures électriques, on va remplir sa maison de robes, etc., etc. C'est-à-dire, on va collectionner les choses parce que ça va sécuriser le monde. Or, le sujet ne peut pas, en fait, il va étouffer sur les choses qu'il collectionne jusqu'au jour où il comprendra qu'il faut vomir ses œuvres. Et Chronos, le dieu enceint de ses enfants, a vomi ses œuvres. Vomir ses œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a rencontré une femme qui s'appelle Métis. Métis, c'est on l'a traduit souvent par russe, mais en fait, c'est l'intelligence féminine. C'est l'intelligence dont Hésiode dit elle est plus pertinente que celle des dieux et des hommes. Cette fameuse intelligence féminine, elle est adéquate. C'est-à-dire, elle sait exactement ce qu'il faut faire au moment juste. Donc, elle ne va pas théoriser s'il y a une fuite d'eau dans le plafond, elle ne va pas chercher la fuite et théoriser comment on va mettre du mastic là-haut. Chez tout, elle met juste un seau sous la fuite. Il n'y a pas longtemps, pareil, je roulais un peu vite, je ne sais pas si c'est vrai. J'étais sur la route et il y avait des enfants qui jouaient sur la route parce qu'il n'y a plus de circulation. Et donc, les parents ont trouvé que je roulais trop vite. Donc, le mec, il commence à m'engueuler, elle dit, ouais, je sais pas quoi. Bon. Et puis la femme, elle est arrivée, et elle a pris ses enfants, elle les a mis sur le bord de la route, tout de suite. Vous voyez cette intelligence adéquate par rapport aux besoins de l'homme. Or, c'est Métis qui va permettre à Chronos, qui est enceinte de ses œuvres, enceinte de ses dieux, de vomir. Donc c'est important, à un moment ou à un autre, de vomir ses œuvres. Mais c'est des dieux. Donc c'est important d'entrer dans une forme de créativité, même si on considère que c'est juste du vomi, c'est quand même des dieux qui sortent par là. Donc le moi va se libérer par la créativité et il va se construire par la symbolisation. C'est ça que nous disons. Et l'estomac. Donc du coup, ça crée aussi un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Alors, un dernier élément, oui, alors, je connais dans le cœur et les poumons, vous voyez que la parole vient du cœur. C'est biologique.
puisque l'air que nous respirons va être réchauffé par le rythme cardiaque du cœur et va ensuite être expiré. Donc on peut le lire symboliquement, évidemment, toute parole qui ne vient pas du cœur n'est pas une parole, n'est pas une vraie parole. C'est juste un truc mental qui sort du cerveau et qu'on raconte pour tenir une position. Donc une manière évidemment de réunir la diversité avec sa propre unité, c'est d'entrer dans cette parole du cœur, de se dire que c'est un rythme naturel. Et puis je voudrais vous citer enfin une expérience qui a été faite en 1982 lors de la première guerre israélo-libanaise. Un groupe de méditants est allé sur place et s'est mis à méditer sans jugement, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais s'est mis à méditer en étant eux-mêmes dans la paix. C'est-à-dire, je médite, je suis dans la paix profonde et je ne m'occupe de rien d'autre. Et donc, ils sont allés méditer et ils se sont rendus compte, ça a été montré par voie statistique, que les attentats terroristes diminuaient, que les violences entre les gens diminuaient, etc. Et dès qu'ils partaient, la violence, les attentats recommençaient. Donc, autrement dit, c'est parce que je bâtis la paix à l'intérieur de moi-même que celle-ci peut se mettre en place à l'extérieur. On le comprend bien avec le modèle de Yunus Mudus que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'entre dans une conscience particulière, je vais créer dans le monde extérieur des événements comme ça. Alors, ils ont travaillé 10 ans là-dessus. Pendant 10 ans, ils ont envoyé des méditants sur place. Et ils se sont rendus compte, en fait, qu'il fallait pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait 0,01 personnes en pourcentage de personnes qui méditent par rapport au nombre d'habitants pour que ça fonctionne. Autrement dit, il faut 100 personnes pour 1 million d'habitants. Donc encore bâtir la paix, c'est créer la paix à l'intérieur de soi-même, et il suffit de 100 personnes pour 1 million. Ça a donné bien une publication dans le journal de résolution des conflits en 1988. Donc c'est une étude scientifique qui a été faite sur la chose. Et enfin, pour conclure, je voudrais évoquer ce dernier point qui peut aussi nous aider à bâtir la paix. C'est le sens de l'infini. C'est le sens de l'infini. Pourquoi ? D'abord, l'être humain, Homo sapiens, est le seul à avoir le sens de l'infini. C'est ce qui caractérise notre humanité, d'une certaine manière. C'est pas la capacité de faire des bâtis, hein. Les oiseaux savent très bien faire des nids. C'est pas la capacité de faire des armes de guerre, hein. Les animaux savent très bien défendre leur territoire. C'est notre capacité à nous asseoir sous le ciel étoilé et de regarder l'infini du ciel. C'est notre capacité à toujours nous asseoir, mais cette fois-ci sur un zafou, et de plonger dans l'infini de notre intériorité. C'est notre capacité à faire des mathématiques, parce que les mathématiques sont évidemment des formules abstraites qui peuvent questionner l'infini. C'est notre capacité à enterrer nos morts et à penser la vie après la mort. Donc tout ça, le point commun, c'est au fond notre capacité de faire descendre l'infini dans le fini. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait descendre l'infini dans le fini ? À ce moment-là, toutes nos idiosyncrasies, nos spécificités se dissolvent et on peut rentrer beaucoup plus facilement dans toutes ces dimensions que j'évoquais tout à l'heure, le débat, la gratitude, le non-jugement, etc. Donc je vous invite à... Et puis l'infini crée aussi cette pathologie, cette difficulté du impuissant, c'est-à-dire nous met face à l'immense, et nous met face à la peur, et nous met face au doute. Donc c'est la porte ouverte vers l'entrée dans l'unité. Je vous remercie.
Merci.